j'ai vu Backrooms il y a pas très longtemps, voilà, je sais que c'est sorti le 17 juin en France, mais moi j'habite au Québec, je l'ai vu il y a environ 2 semaines. J'ai travaillé sur une petite vidéo explicative du film, parce qu'en fait dans le film, veut pas, il y a beaucoup de messages cachés, il y a beaucoup d'indices, il y a beaucoup d'easter eggs, et on peut faire beaucoup de théories avec ça. Et voilà, j'ai décidé de mélanger ça avec une petite critique personnelle de ce film, donc c'est une vidéo un peu plus chill. Si vous aimez un peu ce style de vidéo, vous pourriez me le dire en commentaire, comme ça on pourra en faire plus par la suite. Mais avant de commencer la vidéo, j'ai envie de remercier le partenaire de celle-ci, Saily. Saily, c'est une application qui propose d'installer des cartes eSIM sur votre téléphone lorsque vous vous déplacez à l'international. Ayant été utilisateur auparavant, je dois avouer que les eSIM ont complètement changé et facilité ma façon de voyager. J'installe la eSIM avant mon départ et je suis connecté à Internet dès mon arrivée, sans avoir besoin de perdre du temps à chercher une carte SIM physique sur place. Et ça, je vous avoue que chercher du physique sur place, c'est souvent chiant, surtout selon où tu vas. C'est beaucoup plus simple d'avoir ça directement dans le téléphone. Plusieurs forfaits sont disponibles dans plus de 200 destinations et 8 régions du monde pour que vous puissiez rester connecté dans la majorité de notre belle petite planète. Alors comment ça fonctionne? L'application fonctionne avec tous les appareils iOS et avec tous les smartphones qui supportent la technologie eSIM. Par la suite, entrez votre destination et plusieurs forfaits abordables et qui correspondent à vos besoins vous sont proposés. Et pour terminer, installez la eSIM en suivant les instructions de l'application et celle-ci s'activera automatiquement à votre arrivée sur le territoire en détectant le réseau local. Honnêtement, je vous encourage à utiliser Saily lors de votre prochain voyage. Ça vous fera gagner pas mal de temps et finit le risque de se prendre un hors forfait de votre opérateur. Surtout qu'avec le code ARTU15, vous avez des rabais de 15% sur votre carte eSIM. Le lien est dans la description. Alors merci à Saily pour sa confiance et je vous souhaite un bon voyage et une bonne vidéo. On va commencer par une petite critique sans spoiler. Voilà. Donc en gros, Backrooms, ça raconte l'histoire d'un gars qui s'appelle Clark, qui possède un magasin de meubles. Et dans son magasin de meubles, à un moment, il va y avoir un genre de porte qui va s'ouvrir, qui va nous amener directement dans les backrooms. Et en gros, ce qu'il va faire pendant le film, c'est qu'il va investiguer là-dessus, il va faire des recherches là-dessus, et il va s'enfoncer de plus en plus profond dans les backrooms. Film réalisé par Kane Parsons, 20 ans, voilà, c'est l'information que tout le monde connaît, je vais pas la répéter 50 fois. C'est le gars également qui est à la base, qui est à l'origine de la web-série sur YouTube, qui existe depuis quelques années, du même nom, voilà, qui parle des backrooms. Je trouve que Backrooms, c'est un film très solide, même si j'étais un petit peu déçu personnellement lorsque le film s'est terminé, parce qu'en fait moi c'était une de mes plus grosses attentes de l'année avec Avengers, Doomsday et Spider-Man, et ouais, donc en gros c'était une de mes plus grosses attentes de l'année et je trouve que c'est très solide, mais c'est pas le meilleur film d'horreur de l'année en fait, ni même du mois. Donc bon, personnellement le film en termes d'atmosphère, justement liminal space, le fait de ressentir vraiment la nostalgie mélangée au sentiment de peur un peu propre aux backrooms, toute cette esthétique, je trouve que c'est réussi à 100%, mais honnêtement je m'attendais à ça de Kane Parsons parce que c'est un peu le daron des liminal space, donc honnêtement je m'attendais à ça, même si je pense qu'il aurait pu aller un petit peu plus loin, mais d'après moi peut-être qu'il en garde un peu sous la patte pour des potentielles suites. Je pense qu'il y aura des suites à ça, peut-être pas des suites directes, mais je pense qu'il va y avoir des suites aux backrooms. Ensuite, je trouve qu'il y avait vraiment une attention qui était donnée au montage, surtout au montage sonore que je trouve extrêmement bien réussi. Quasiment chaque moment de tension est construit avec le son. Je pense notamment à une scène que je vais pas spoiler, mais je vais en parler plus tard dans la partie spoiler. Moi, même au cinéma, je ressentais un peu la tension. Je me disais, oh putain, ouais, j'aime vraiment ça. En vrai, moi, quand je vais voir des films d'horreur au ciné, j'aime bien des fois les moments de tension un peu créatifs que les directeurs ont. Et je me surprends à sourire sur mon siège et ça me fait kiffer, en fait, voir ça. L'immersion du film aussi est très bonne. Faut la vivre au cinéma, je pense. Sinon, évidemment, les acteurs sont très bons. Ils ont pas forcément un énorme rôle de fou furieux à jouer, mais voilà, ils sont très bons. Les acteurs, rien à dire. Les personnages aussi sont plutôt bons, sont bien réalisés, même si j'ai peut-être un petit problème sur l'importance qu'ils peuvent avoir. On va peut-être plus en parler en partie spoiler. Sinon aussi, j'aime bien comment la peur est créée. Donc en gros, avec le montage sonore, comme je disais, aussi un peu avec le phénomène Uncanny Valley, aussi avec certains moments qui mélangent un peu le found footage au réel, voilà, certains moments de tension. Et justement aussi en parlant de found footage, un petit peu déçu personnellement sur ce point-là, parce que je vais vous le dire, c'est pas un spoiler, mais il n'y a pas tant de found footage que ça. Je me rappelle pendant la promotion, ça disait que c'était un film qui était 50% images et 50% found footage. Honnêtement, c'est plus du 80-20, voire 85-15. Et aussi, un point positif que je trouve, c'est que le film, malgré en fait tout ce qu'on connaît sur les backrooms, je trouve que dans son scénario, il est vraiment très surprenant. Sa narration est surprenante et en tant que spectateur, même si tu connais beaucoup les backrooms, je pense que le film peut te surprendre. L'histoire prend des directions singulières et plutôt cool, honnêtement. Pour
Pour le meilleur et pour le pire, mais justement, encore une fois, on va en revenir en spoiler également. Pour terminer cette petite partie sans spoiler, Backrooms, c'est un film super solide. Je pense qu'il mérite son succès parce que déjà de base, c'est une super bonne idée de film. Ken Parson est vraiment bon. Je pense que c'est un directeur qui va faire d'autres films et qui va en faire des bons films. Très hâte de suivre les futurs projets là-dessus et aussi hâte de voir des suites parce que je pense qu'il va y avoir des suites au Backrooms avec Ken Parson. Donc, alors si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille de partir, aller voir le film et revenir parce que là on va passer en spoiler. Donc go, on est en spoiler. Alors justement, quand je parlais d'une scène précise avec le montage sonore, je trouve que c'est la scène où Marie, en fait, la psychologue, passe dans la backroom pour la première fois. Donc en gros, il y a une mouche qui se pose sur elle. Puis après la mouche, tu vois, qu'elle passe dans la backroom. D'ailleurs, petite anecdote, je pense que la mouche n'était pas prévue au scénario, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de tourner. Il y a une mouche qui s'est pointée et ils ont juste décidé de la laisser en plan. Et après, évidemment, ils ont fait quelques plans de mise en scène avec la mouche, là, parce que la mouche fait pas vraiment tout ce qu'elle fait pour de vrai. Mais en tout cas, la scène où elle rentre dans les backrooms pour la première fois, il y a vraiment une sensation qui se dégage de la musique qui est très bam bam bam, vraiment agressive sans être too much, et justement de son jeu d'actrice et aussi de la scène en tant que telle où tu la vois petit à petit traverser, puis là à travers c'est silence. Donc ça, voilà, c'est une scène parmi tant d'autres dans le film où le montage sonore, je trouve, est utilisé de façon brillante, simple, mais très bien exécutée. Sinon aussi, je parlais de la surprise narrative pour le meilleur et pour le pire, parce que c'est vrai qu'au niveau du troisième acte, quand en fait Clark commence un peu à perdre la tête et en fait il devient n'importe quoi, en fait on dirait complètement deux personnes différentes. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, moi c'est un choix narratif qui m'a peut-être un petit peu moins rejoint, voilà. J'étais un petit peu moins dedans parce que c'est vrai que je trouve que les personnages ont pris beaucoup d'importance. Alors que pour moi, en fait, j'aurais bien voulu que le personnage principal du film, entre guillemets, ce soit les backrooms. Et je trouve qu'au bout d'un moment, les personnages, tu vois, c'est le film qui veut ça, c'est le cinéma aussi qui veut ça. Il nous faut des personnages à suivre, il faut des histoires. Et je trouve que les persos ont pris plus d'importance que la backroom. Et aussi, c'est vrai que le côté narratif, en gros, Clark devient complètement starbé. Après, il se fait bouffer par un double de lui, que tu comprends pas trop d'où il sort, mais tu comprends un petit peu quand même. Puis qu'après, la fille s'enfuit, puis après, elle se fait récupérer par des scientifiques et ça se termine là-dessus. Genre, je suis pas sûr d'avoir extrêmement kiffé toute cette séquence-là. Je trouve que la tension essayait d'être là, mais pour moi, elle était plus trop là. Je trouve aussi, honnêtement, la dégaine de Clark géant, moi, ça m'a pas fait peur, quoi. C'est vrai que je trouvais que la bête faisait peur jusqu'à ce qu'on voit son visage. Et aussi, petite surprise, justement, parce que je m'attendais pas à ce que le perso de Clark se fasse graille. Voilà, je m'attendais pas à ce qu'il meure, en fait. Moi, je pensais vraiment que c'était le perso principal. Et je m'attendais pas à ce que, justement, la psy, en fait, soit, depuis le début, la réelle personnage principal. Je m'attendais pas à ça. Et aussi, justement, il y a un autre truc que je trouvais bien dans la peur. Je trouve pas que le film fait extrêmement peur. Je trouve plus qu'il met mal à l'aise. Mais par contre, je trouve que les clones dans les backrooms qui ont le visage déformé sont... font peur. Là, je pense exemple à la scène du sapin de Noël. Je pense juste à la scène où Clark qui parle à Marie dans la salle, il va couper en fait le crâne de la femme. En fait, cette femme fait extrêmement peur. Puis après, quand le gros Clark arrive et qu'elle commence à gueuler puis à s'enfuir, tu vois, c'est des trucs qui font bête les frissons, ça me met pas bien. L'aspect liminal space, je trouve ça incroyable parce que quasiment chaque plan du film est un plan un peu liminal, un peu space où on voit vraiment un lieu. Je pense au magasin de Clark qui m'a fait vraiment penser à une backrooms qui existe déjà. C'est une backrooms dans un magasin justement. Je vais mettre une photo. Mais voilà. En gros, en somme, un film super cool, super solide. J'ai hâte de voir ce que vous en avez pensé. Dites-moi ça en commentaire. Mais ouais, je trouve que c'est un film très très solide. Mais oui, on va en finir pour cette partie spoiler. Là, on va passer dans une partie où on va analyser plus les détails du film, certains easter eggs et voir peut-être des théories pour la suite et des questions qui n'ont pas été répondues. Si je peux avoir peut-être 2-3 théories de la fin, voilà, je pense que la scène de fin, tu vois, où Marie, on voit sa copie dans la backroom. Moi, j'en ai parlé à des amis, à plusieurs personnes et tout, et il y a plein de gens qui disent ouais, mais en fait, est-ce qu'elle est réellement plus dans les backrooms et elle est vraiment avec le scientifique, ou est-ce que son corps est resté justement et c'est une copie, elle hallucine. En gros, moi je suis pas mal certain qu'en fait c'est une copie de ses souvenirs. C'est son souvenir, vu qu'elle est restée assez longtemps dans la backrooms, son souvenir est là, donc il y a une copie d'elle, mais en fait la Marie, elle s'est vraiment enfuie, elle est plus là, elle est avec les scientifiques. Après la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'endroit où elle fait le meeting un peu avec le gars, est-ce qu'ils sont encore dans les backrooms? Ça se pourrait. Ça se pourrait parce que peut-être que le scientifique ne va pas vouloir les laisser sortir. Parce que tu vois, je pense même au début du film, les scientifiques sont témoins de gens bloqués et font rien pour les aider. Peut-être parce qu'en fait, ils s'en servent comme cobayes. Fait que peut-être que Marie, elle est encore dans la backrooms, mais elle pense qu'elle y est plus. Et justement, quand le scientifique lui dit « Je sais pas ce qu'on va faire de vous », c'est peut-être en gros...
ils veulent la laisser dans la backroom parce que ça va être un cobaye. Peut-être une suite, ça pourrait être là-dessus, je sais pas. Mais sinon aussi, je verrais peut-être bien une suite où elle intègre l'équipe de scientifiques parce que ça a l'air de l'intéresser. Et après, bon, on va voir les backrooms de ses yeux à elle et on va comprendre les scientifiques qu'est-ce qui branle là-dedans. Ou sinon, s'il y a une suite, moi je pense je verrais bien juste une suite avec d'autres personnages complètement qui n'ont aucun rapport, qui eux aussi tombent dans les backrooms et de leur côté, ils vont aussi avoir des informations sur les backrooms, des informations que nous en tant que spectateurs, on va pouvoir additionner à celles du premier film et du coup, c'est comme ça qu'on va en savoir de plus en plus sur les backrooms. Peut-être que dans une suite avec d'autres personnages, ils vont rencontrer les scientifiques beaucoup plus tôt et que les scientifiques, on va comprendre ce qu'ils foutent dans les backrooms. En tout cas, c'est des petites théories que j'ai là. Et au final aussi, dans les backrooms, j'ai remarqué que les personnages qu'on voit, en tout cas qui entrent dans les backrooms, pour nos deux personnages principaux, c'est des personnages un peu en détresse psychologique, comme si les backrooms appelaient ces personnages un peu naturellement, parce qu'en fait, les backrooms, c'est un peu une métaphore des maladies mentales. Il y a aussi avec le concept de tu restes là-dedans et tes souvenirs vont dans les backrooms et les souvenirs, ça se défend de plus en plus, patati patata. Il y a vraiment cette histoire de maladie mentale, de s'enfoncer dans les maladies mentales. C'est pour ça un peu que Clark aussi devient starbé, parce qu'en fait, il est vraiment dans... Lui, c'est un gars dépressif, qui a peut-être un peu des troubles de colère, et il s'enfonce en fait dans les backrooms comme il s'enfonce dans son état. Il ne veut pas changer, donc il s'enfonce de plus en plus dans sa dépression, et il s'enfonce de plus en plus par la même occasion dans les backrooms. Même la psy avec ses traumas d'enfance, elle se sépare de ses traumas, ça la sauve dans les backrooms. Avec la pierre, elle défonce le mec. Déjà, petite parenthèse, c'est quand même drôle que l'entité explose tout le monde et qui se fait complètement KO par une meuf avec une argile dans la main. Mais en tout cas, ça c'est pas grave. Et c'est comme, si les personnages en fait qui en avaient besoin, qui étaient dans une détresse psychologique, se font appeler par les backrooms, tu vois. Belle représentation encore de la maladie mentale, quand les deux personnages principaux, c'est une psy et son client. Et aussi, en fait, personne n'a vraiment parlé des deux interrupteurs qui apparaissent tout d'un coup dans le magasin de Clark. Je pense que ça pourrait être un peu ça, tu vois, les backrooms arrivent dans la réalité, mais arrivent à Clark parce que Clark en a besoin, il se fait un peu appeler par les backrooms. Il y a aussi une théorie qui dit que, en fait, la daronne à la psy est devenue bizarre, en gros, parce qu'elle, en fait, est tombée dans les backrooms. Et c'est pour ça qu'elle mettait des affiches partout sur sa fenêtre et qu'elle voulait pas que sa fille regarde à la fenêtre et qu'elle enfermait sa fille dans sa chambre et tout, parce qu'en fait, elles étaient dans les backrooms, elles étaient tombées dans les backrooms. Et voilà, c'est pour ça qu'elle est devenue complètement folle et personne n'a voulu la croire, donc elle s'est fait interner. Donc ça, c'est une théorie que je trouve super intéressante et en vrai, ça se pourrait. Pourquoi pas? Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce film, en fait, c'est le nombre d'interprétations et de théories qu'on peut en faire. Et quand tu fouilles, il y a également beaucoup de subtilités et de détails très intéressants. Et j'en ai déniché quelques-uns et on va les regarder ensemble maintenant. Alors déjà, je me rappelle aussi, il y a une petite séquence vers la fin où on voit un poster missing des deux adolescents, en fait, qui ont, je me rappelle plus de leur nom, mais les deux adolescents qui sont fait défoncer en 2 secondes et qui ont accompagné Clark. J'ai remarqué qu'il n'y avait aucun poster missing pour Clark parce qu'en fait, personne connaît Clark à part sa psy. Personne n'a rien à branler en fait, c'est vraiment... Clark, c'est un personnage complètement tragique, dépressif, seul, colérique, alcoolique. C'est un personnage extrêmement tragique et c'est vrai que c'est un détail un peu triste en fait, parce qu'il ne sait pas exactement dans la temporalité, il a disparu combien de temps dans les backrooms, mais il a disparu, j'ai l'impression, assez longtemps, parce que quand tu vois que dans son magasin, il y a plein d'enveloppes qu'il n'a jamais prises, on pourrait croire que ça fait peut-être plusieurs jours, semaines, voire mois qu'il est plus là. Et en gros, il y a aucun poster missing de ce mec-là, donc ça montre sa solitude, c'est triste. Aussi, les petits hommes des cavernes avec la radio, c'est un moyen de connecter et de communiquer avec les entités qui se trouvent dans les backrooms, parce qu'en fait, elles sont super dangereuses, donc les scientifiques ne veulent pas s'en approcher, donc ils ont foutu un peu des hommes des cavernes un peu partout, dans des endroits stratégiques, pour essayer de communiquer d'une façon ou d'une autre avec les entités. C'est pour ça aussi qu'il y a un placard où ils ont plein d'hommes des cavernes. Petit détail intéressant, il y a un moment où on voit, où Clark explique pourquoi il n'est plus avec son ex, mais peut-être qu'il ne dit pas tout. En gros, ils disent qu'ils se sont embrouillés, qu'il était souvent énervé et tout. Mais moi, je pense que peut-être Clark était violent envers elle. Parce que justement, quand on est dans la backrooms, la femme qui est en fait la femme de Clark, voilà, il y en a qui n'ont pas remarqué, parce qu'en fait, c'est rien que le fait où il coupe la tête pour la mettre sur la tête de la psy. Au début, moi, je comprenais rien. Je me disais, pourquoi il fait ça par rapport? Puis après, je me suis rendu compte que putain, en fait, cette personne qui a la tête déformée, c'est une copie de sa femme. Et justement, il met la perruque, il met les cheveux de sa femme sur la psy
pour voir que c'est sa femme. En gros, c'est sa femme, voilà, tout simplement. Mais moi, je pense qu'il y a une théorie mais moi, je pense que Clark, en fait, battait sa femme, qui était peut-être violent avec elle, parce qu'elle était très calme pendant le film. Tout d'un coup, le gros Clark arrive, puis là, elle commence à s'exciter, à part en courant, puis elle a peur de lui. Donc je me dis, putain, est-ce qu'il était violent? Et du coup, voilà. Et aussi, je trouve ça drôle, parce que la première fois qu'on voit ce sosie, c'est dans la scène du sapin de Noël, et elle se pointe en criant, et elle se tient le crâne comme si elle s'était déjà fait découper le crâne. Mais sauf que la scène où elle se fait découper le crâne arrive longtemps après. Donc je me dis, putain, il n'y a pas un bail de temporalité ou un truc comme ça. En tout cas, incompréhensible. Je sais pas. Si vous avez des théories, vas-y, balancez ça en commentaire. Il y a également un autre truc que j'ai remarqué, c'est que les entités dans les backrooms, justement, on le voit très bien, ne saignent pas. Or, lorsque Mary se défend contre le gros Clark, il saigne. Je pense que ça veut dire quelque chose. Est-ce que cette entité, c'était vraiment une entité, ou est-ce que c'était Clark au final, et que le mec qui a remplacé Clark, c'était ça l'entité? Parce que c'est vrai qu'il y a un switch de personnalité entre au moment où on voit plus Clark à la fin du deuxième acte environ et qu'on le revoit quelques dizaines de minutes plus tard. Il y a peut-être un switch, je sais pas. Je balance ça comme ça, mais c'est vrai que c'est bizarre que cette entité saigne. C'est parce que les entités ne saignent pas dans les backrooms, donc c'est Space. Aussi, au tout début du film, ben là, ça c'est un détail que vous avez peut-être vu, mais au tout début du film, il y a un plan, et en fait c'est littéralement le même plan que la photo OG des backrooms qui a lancé toute l'histoire en 2019. Et aussi, à la fin, dans les backrooms, on voit que la maison de Mary qui s'est fait détruire a apparu dans les backrooms, mais on voit également une pancarte de l'entreprise qui a battu cette maison, et cette entreprise porte le nom du personnage qui a inspiré la grosse entité dans The Oldest View. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est une autre web-série de Kane Parsons, et voilà, c'est un easter egg que le créateur s'est fait à lui-même, donc c'est plutôt cool. Est-ce que ça peut annoncer peut-être une suite, un genre de mash-up, crossover, je sais pas, ou une adaptation Oldest View qui serait dans le même univers, ça pourrait être super cool. C'est tout pour cette petite vidéo de chill sur les backrooms. Voilà, encore une fois, c'est un film très solide. Je vous invite à aller le voir. Voilà, c'est très solide et j'ai hâte de voir des suites. Si vous aimez un peu ce concept chill où on analyse, où on donne des théories, des détails, dites-le moi en commentaire parce que c'est un concept que je trouve cool et que j'aurais envie de refaire à l'avenir. On se revoit bientôt. Je vous fais de gros bisous. Passez une belle soirée, une belle journée, une belle nuit. Ciao.